Bonjour à tous. Nous recevons ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors vous êtes un spécialiste de la Russie, de l'ex-Union soviétique et des questions monétaires et financières. Vous avez travaillé tout d'abord sur l'Union soviétique, vous avez fait votre thèse de doctorat, puis votre thèse d'État sur l'Union soviétique, sur les rythmes d'accumulation et les modes de régulation dans l'économie soviétique. Vous développiez à l'époque des critiques sur l'évolution du système et vous dénonciez certaines de ces crises, et puis vous appeliez à des réformes monétaires et démocratiques à l'intérieur de l'Union soviétique. Alors, vous êtes ensuite évidemment intéressé à la transition, à toutes les questions liées à la transition vers le capitalisme des systèmes communistes, et en particulier en Russie. Et cela vous a conduit à observer, en tant que spécialiste de ces questions, la crise du rouble en 1998 en Russie. Alors pour se remettre un peu dans le contexte, en fait, la Russie est obligée en 1998 de faire défaut sur sa dette souveraine et de laisser se déprécier le rouble pour faire face à ses obligations extérieures. Et alors que l'ensemble des économistes mainstream de l'époque, et en particulier le FMI, annonçaient des catastrophes à l'économie russe, en particulier des prévisions de croissance pour 1999 de moins 7%, en fait, la Russie repart à plus 5,6% de croissance sous le gouvernement d'Evgeny Primakov. Donc, nécessairement, cette expérience va jouer un rôle dans notre pensée économique, puisque vous constatez un certain nombre de failles dans la pensée mainstream. Ça va vous amener à vous intéresser à des questions théoriques dans les trous noirs de la science économique que vous publiez en 2001. Et par la suite, vous allez vous intéresser davantage à la question de la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro. Vous critiquez le fonctionnement de la zone euro et vous annoncez ces problèmes futurs dès 2006, si je ne fais pas d'erreur. Et puis, donc, vous poursuivez votre critique du fonctionnement de la zone euro, certainement en ayant en tête la crise russe que vous avez vécue de près en tant qu'observateur international. Donc, par la suite, vous continuez à vous intéresser à toutes ces questions, et en particulier à la question de la souveraineté des nations, dans votre livre sur le XXIe siècle ou le retour des nations, en 2008. Toutes ces interrogations conduisant en fait à une analyse de la crise de 2008 et de la crise des dettes souveraines en Europe, qui vous amène aujourd'hui à vous interroger, logiquement, d'une certaine manière, sur le concept de souveraineté et sur les conditions de possibilité d'exercice de la démocratie réelle. Donc c'est l'objet de votre livre qui s'appelle Souveraineté, démocratie, laïcité. Et donc c'est un livre que je vais vous laisser présenter, bien sûr, mais qui, à mon avis, est très intéressant pour la présentation qu'il fait du concept de laïcité comme une condition d'exercice de la démocratie, et en particulier par l'analyse historique, sociologique, de sciences politiques, de droit constitutionnel, qu'il utilise pour comprendre la laïcité, qui est en fait un concept qui dépasse largement l'étape importante de 1905, qui fut l'application par la République de principes essentiels, et qui va chercher dans l'histoire des guerres de religion en France, notamment au XVIe et XVIIe siècle, à travers la politique intérieure et la politique étrangère de la royauté française, des principes essentiels pour l'existence de la nation. Donc voilà, vous revenez en particulier sur Jean Bodin, qui pense à cette période-là la laïcité, et ne serait-ce que pour ça, c'est une approche très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Alors c'est vrai, je suis un économiste qui vient de publier un livre que l'on peut considérer comme un livre, pour certains, de philosophie politique, pour d'autres, plutôt de droit constitutionnel et de principes politiques, mais qui me sort de ma trajectoire habituelle, qui était celle d'être un économiste. En réalité, ce sont des problèmes auxquels je suis confronté
depuis le début des années 1990. Et alors c'est vrai que l'expérience que j'ai vécue en Russie, d'abord l'expérience de la désintégration du système, puis de la crise de 1998, et puis après de sa reconstruction, ce sont des expériences qui ont été pour moi extrêmement importantes, ce n'ont pas été les seules expériences, mais ce sont des expériences qui ont surtout été importantes dans le sens où elles m'ont convaincu de la centralité de la question des institutions dans une société. On ne peut pas comprendre le développement d'une société, qu'il s'agisse de son développement économique, qu'il s'agisse de son développement politique, voire de son développement culturel, en dehors de la question de ces institutions. Or, le problème de l'institution pose très vite la question de la souveraineté qui permet d'une certaine manière de légitimer les compromis qui vont donner naissance justement à ces institutions. Et cette question de la souveraineté, aujourd'hui, si on regarde simplement l'actualité, on voit bien qu'elle est centrale. On voit bien qu'il y a un débat extrêmement important qui se joue en Grande-Bretagne, mais on voit bien qu'au-delà de la Grande-Bretagne, la question de la souveraineté, elle est posée en Europe par toute une série de pays qui, sous un angle ou sous un autre, cherchent à récupérer d'une certaine manière leur souveraineté, et même aujourd'hui en France, si on regarde les mouvements qui s'opposent à ce qu'on appelle la loi El Khomri, on va mieux appeler la loi travail, mais c'est, je dirais, c'est le nom qu'elle a pris pour l'histoire, bien, on voit que immédiatement, autour de cette question en particulier de la hiérarchie, des normes en termes de droit du travail, eh bien, se pose la question de savoir qui est souverain pour décider de cette hiérarchie des normes. Et on voit qu'il y a une très forte pression de la part des institutions de l'Union européenne pour imposer, à la France certes, mais après l'Italie, mais après l'Espagne, pour imposer un changement de ces normes. Donc on voit bien que, en un sens, disons le conflit autour de cette loi El Khomri, il se réduit à un conflit autour de la question de la souveraineté. Et cette question de la souveraineté, elle est en réalité posée dès que l'on se pose, dès que l'on comprend la nécessité de se poser la question de la médiation entre des individus et des collectifs d'individus. On voit que, en réalité, c'est l'inscription dans le temps de l'histoire qui nous permet de comprendre l'importance de cette notion de souveraineté. Alors, en fait, cette notion de souveraineté, elle est tout à fait essentielle parce que de la souveraineté, vous pouvez déduire l'existence de la démocratie, mais vous pouvez aussi déduire la question de la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, car cela va évidemment tourner autour de la question de la laïcité. Alors, je reviens sur ce point. À partir du moment où on se pose la question de la construction de médiation qui permettent de faire que des individus, qui sont évidemment chacun différents, mais puissent faire cause commune, eh bien, c'est de là que l'on voit l'importance de la souveraineté. D'ailleurs, Jean Bodin, et avant lui, évidemment,
tous les auteurs du Haut Moyen-Âge et de l'Antiquité ont cette notion que ce qui rend nécessaire la souveraineté, c'est l'existence de divisions au sein de la société. J'ai discuté avec un de mes collègues qui est sociologue, qui est très opposé à cette notion de souveraineté, qui me dit « Mais la souveraineté, ça va impliquer l'homogénéité de la société. » Et j'ai été assez sidéré par le contresens qu'il faisait. En réalité, si la société est d'emblée homogène, si on a un principe d'homogénéité dans la société, on n'a pas besoin d'institutions, on n'a pas besoin de médiation, et on n'a pas besoin de la souveraineté. Le besoin de souveraineté naît du fait que l'on reconnaisse à un moment donné le fait que la société est nécessairement diverse, mais qu'il faut trouver un moyen de la faire fonctionner comme une société. Il faut se souvenir que, très rapidement, c'est vrai d'ailleurs dès les auteurs grecs et les auteurs romains, vous avez une angoisse qui court dans tout le discours des gens qui font de la philosophie, et ce qu'on appellera aujourd'hui de la philosophie politique, en sachant que c'est un terme assez récent. C'est fondamentalement de la philosophie, voire de la théologie, pour les gens qui réfléchissent à ces problèmes-là dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Bref, il y a une angoisse. Et cette angoisse, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans une société quand la société se défait? Autrement dit, quand les individus sont renvoyés à leur stricte individualité. C'est cela que Hobbes appelle l'état de nature. Pour lui, l'état de nature n'est pas, en réalité, un état qui serait antérieur à l'existence de la société. Ça, c'est d'une certaine manière la vision de Rousseau, plus exactement, la manière dont Rousseau va utiliser la notion d'état de nature pour nous faire comprendre des choses sur la société. Je pense que tout le monde ici se rappelle de cette fameuse citation sur laquelle s'ouvre le contrat social. « Partout l'homme est né libre, et partout il est dans les fers. » Mais en réalité, nous savons bien que, historiquement, l'homme n'a pas précédé la société, c'est la société qui a précédé l'homme. Et il y a aujourd'hui toute une série de travaux en éthologie qui montrent que la société, elle est déjà acquise dans ce qu'on appelle les grands primates, et elle l'était chez les préshumains. Donc, c'est bien de cette divergence fondamentale qui existe dans toute société que naît le besoin de la souveraineté. Alors, comment peut-on nier l'importance de la souveraineté? Il y a des raisonnements qui conduisent à nier cette importance, mais il faut savoir que, à chaque fois, ce que l'on retrouve derrière, c'est le millénarisme, c'est une vision apocalyptique, messianique, du devenir de cette société. Prenons par exemple la situation au niveau des premiers chrétiens. Chez ces premiers chrétiens, certains pensent que le royaume de Dieu va rapidement descendre sur la terre. Et donc, ça n'a aucun intérêt de se poser la question de comment on organise la vie terrestre. Mais d'autres se disent, pas si évident que ça. Oui, bien sûr,
le royaume de Dieu va survenir, mais après combien de temps? On n'en sait rien. Et donc il faut comprendre comment on va organiser le royaume terrestre, si possible, en n'insultant pas trop le royaume de Dieu. C'est fondamentalement la tâche que se fixe saint Augustin, et s'il écrit, s'il donne comme titre à son grand ouvrage « La cité de Dieu », il parle en réalité de la cité des hommes. Donc, il faut, pour pouvoir penser la souveraineté, sortir des visions millénaristes et apocalyptiques qui existaient évidemment à une époque, au moment de l'émergence du christianisme, et qui sont en train de se renouveler aujourd'hui. Alors bien sûr, sous des formes qui peuvent être parfois similaires, parfois différentes. Vous avez aujourd'hui des formes de millénarisme et de pensée apocalyptique qui font référence à des textes religieux, mais vous en avez aussi qui font référence à des textes scientifiques. Par exemple, le changement climatique. Je ne dis pas que le changement climatique ne soit pas une réalité, mais je dis qu'il y a un discours sur le changement climatique qui vise à nous expliquer que, grosso modo, il y a une telle finalité au niveau de l'espèce humaine qui est mise en cause par le changement climatique que l'ensemble de nos règles politiques doit s'effacer derrière cette question du changement climatique. Il faut faire très attention à ce type de raisonnement. Car ce type de raisonnement, il porte en lui toujours des formes de totalitarisme. Et ce raisonnement est un raisonnement profondément ahistorique. Alors, c'est justement parce qu'on cherche à se situer dans l'histoire que l'on a besoin de ce concept de souveraineté. Car qui dit s'installer dans l'histoire dit se donner des lois, bien sûr, mais se donner des lois, cela veut dire se donner à la fois des règles de coercition. Toute loi commence par un interdit. On n'a pas le droit de faire telle chose, ou on n'a pas le droit d'interdire telle chose. C'est en réalité le même type de formule. Bon. Mais, en même temps, fait référence à des principes. Donc, la loi ne peut pas se juger uniquement du point de vue de la loi. Autrement dit, il faut, pour comprendre comment, dans une société, se produit la loi, comment on produit des institutions, ces institutions vont produire des règles. Alors, on peut avoir des contrats, on peut étendre ces contrats à la société, ça, grosso modo, c'est ce que l'on a dans le monde anglo-saxon. On commence par du contrat et puis par de la jurisprudence, on va étendre ces expériences à l'ensemble de la société, ou on peut au contraire décider qu'on fait une institution, cette institution va décider de règles, et ces règles vont s'appliquer après dans des contrats entre des individus. Ça, c'est plutôt pour simplifier la tradition du roi romain, mais de toutes les manières, il faut des lois. Mais qui dit des lois, dit aussi qu'il faut pouvoir juger de ces lois, non seulement en justice, mais aussi en justesse. C'est quelque chose que les Grecs et les Romains avaient parfaitement compris. Vous avez déjà cette dichotomie, ou plus exactement, cette contradiction entre la justesse et la justice chez un auteur classique grec, Sophocle, c'est l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est un drame
c'est une tragédie. C'est une tragédie, donc cela veut dire que c'est une pièce qui a été écrite dans un but pédagogique. Hein. On cherche toujours à enseigner des choses aux citoyens pour lui permettre de mieux gérer la cité. Et on voit très bien que dans Antigone, vous avez la double polarité, d'une part entre le pouvoir dans la cité, représenté par Créon, qui a eu à gérer une guerre civile. Cette guerre civile a été aggravée par le fait qu'on a fait appel à une puissance étrangère pour intervenir. Donc, il cherche à reconstruire un cadre de paix civile. Et pour cela, il va décider que l'un de ses adversaires doit rester sans sépulture. On sait que dans l'imaginaire des Grecs, cela équivalait à lui interdire la possibilité d'entrer dans le royaume des morts. Face à cette polarité, s'oppose à Créon Antigone, qui lui dit quelle que soit l'ampleur et l'horreur du crime commis, tu n'as pas le droit d'interdire à un être humain son entrée dans le monde des morts. Et donc, on voit bien que là s'oppose à la fois ce qu'on appellerait la légalité et la légitimité. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans les lectures qui sont proposées aux lycéens, plus tellement maintenant, mais qui étaient proposées en tous les cas aux lycéens dans ma génération et dans la génération qui m'ont suivi d'Antigone, on se concentre sur ces deux personnes. Et on oublie un troisième personnage de la pièce, qui est Aimon, qui est à la fois le fils de Créon et l'amant d'Antigone, et qui va dire aux deux, mais attendez, vous ne pouvez pas camper ainsi sur vos positions. Il va dire à Créon, il n'est pas de loi juste sans une référence à la légitimité, et qui va dire à Antigone, mais la légitimité ne peut pas exister à elle seule, il va falloir qu'elle trouve des formes d'inscription dans la loi de la cité. Comme c'est une tragédie, évidemment, la position de compromis ne peut pas réussir, et vous savez que la définition de la tragédie grecque, c'est les deux parties s'affrontent, mais les deux parties ont raison. Donc, évidemment, tout cela va se terminer très mal. Cette leçon, elle est tout à fait comprise et retenue par les Romains. Les Romains qui vont distinguer ce qu'ils appellent la potestas, c'est-à-dire le pouvoir. Et le pouvoir, ça peut être des choses extrêmement importantes. Rappelez-vous, il y a des magistrats romains qui ont un droit immédiat de vie et de mort sur leurs concitoyens. Donc, ce pouvoir, potestas, mais la potestas ne peut exister que parce qu'il y a l'autoritas, qui ne correspond pas en réalité à sa traduction logique qui est autorité, mais qui correspond beaucoup plus à la légitimité, c'est la capacité de pouvoir convoquer les sources du pouvoir, et en particulier les sources divines. Ah. On va commencer à parler de religion. Et là, tout de suite, je vous mets en garde contre un contresens. La religion des Romains n'a que peu de choses à voir avec notre conception de la religion. En fait, notre conception de la religion se traduirait beaucoup mieux par le mot de croyance, c'est-à-dire de superstition. Et c'est à cause des chrétiens qu'il y a eu justement le renversement de sens et que religio est devenu le terme principal. Qu'est-ce que c'est la religion pour les Romains? On va demander son avis à Cicéron. Et il dit, c'est simple, c'est le fait que vous respectez
toute une série de rites et que vous acceptez de vous plier aux produits de ces rites, par exemple, on va consulter les augures, bon, ça, même si, par ailleurs, vous avez dans la tradition romaine des textes extrêmement drôles, où il est dit en particulier que deux augures ne peuvent se croiser sur une route sans éclater de rire l'un l'autre, parce qu'ils savent qu'en réalité c'est des charlatans. Bien. Mais Cicéron, lui, prend les choses, c'est un juriste quand même, bien carré, et il dit non, la religion, c'est le respect des rites. Le respect des rites. Mais ça décrit ce qu'on appellerait, dans notre langage à nous, une religion civique. Il ne s'agit pas du tout de savoir à quel Dieu on va se vouer. Et cette question du rapport au Dieu, ça renvoie à la superstition et, Cicéron dit même, en fait, toute croyance, du moment que l'on respecte les rites habituels de Rome, elle est parfaitement acceptable. Autrement dit, cette religion romaine, la religio romana, elle doit se comprendre beaucoup plus comme une série de comportements et d'attitudes civiques qui laissent libre les personnes de se vouer à tel ou tel lieu. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi la religion romaine a pu absorber toute une série d'autres religions. Pourquoi on pouvait à Rome avoir des cultes grecs, avoir des cultes du Moyen-Orient? Du moment qu'on respectait les rites et que l'on respectait la nature dite divine de l'empereur, mais ça, c'est évidemment postérieur à Cicéron, ça ne posait pas de gros problèmes. Ce qui veut donc dire que quand on parle de cette fameuse source religieuse dans la souveraineté, il faut s'entendre. Qu'est-ce qu'on appelle la religion? En fait, c'est avec les premiers auteurs chrétiens qu'il y a un retournement tout à fait fantastique. C'est Tertullien qui va expliquer que la religion, en fait, c'est le christianisme. Et c'est là où on a un ensemble de rites qui doivent être absolument respectés. Et donc, il renvoie les autres cultes, cette fois-ci à superstition, mais sous un angle extrêmement péjoratif. Et puis, nous avons évidemment l'œuvre d'Augustin, qui est d'ailleurs extrêmement intéressante parce que Augustin, il va, d'une certaine manière, chercher à adapter les auteurs classiques du monde grec et du monde romain au christianisme. En fait, c'est cela qui va nous donner le sens actuel de la souveraineté. Tout ceci pose quand même beaucoup de problèmes, vous le devinez bien, parce que d'abord, à partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État, vous avez, et où il décide que lui seul a le droit de s'appeler religion, vous avez tous les problèmes qui se posent avec les autres cultes, qui se posent même par rapport au culte dit hérétique, par rapport à une orthodoxie. Et justement, ça c'est un point extrêmement important, c'est que c'est à ce moment-là que naît la distinction entre hérétique et orthodoxe. Distinction qui n'avait absolument pas le même sens chez les Grecs et chez les Romains, qui utilisaient pourtant ces mots, mais pour qui une hérésie, c'était une école de pensée, et ça n'avait aucun sens péjoratif par rapport à cette norme que représente l'orthodoxie
la vraie foi. Donc là, il y a un vrai problème, et très vite, les souverains se heurtent à ce problème parce qu'ils sont ils dirigent des principautés où la population peut être d'allégeance différente d'un point de vue religieux. Alors, tout le problème des hérésies au sein du christianisme, il y a évidemment le problème du judaïsme, il y a le contact avec les autres religions, et tout ceci, je dirais, une espèce de grosse marmite qui n'arrête pas de bouillir, alors parfois dans des conditions extrêmement violentes. Il faut savoir que cette fin de l'Antiquité et ce haut Moyen-Âge sont marqués d'actes d'intolérance tout à fait dramatiques, mais en même temps, il y a toujours cette réflexion qui cherche à revenir, la grande scolastique du Moyen-Âge qui cherche à revenir sur la question des grands auteurs grecs et des auteurs latins, et à un moment donné, vous avez plusieurs auteurs du Moyen-Âge qui disent l'individu, c'est la différence. C'est ce qu'on va appeler le nominalisme. Alors, il y a un livre remarquable qui vous permet de comprendre ça sous une forme extrêmement amusante. C'est Le nom de la rose. Parce que dans Le nom de la rose, vous avez un débat extrêmement important du Moyen-Âge qui est traité de manière, je dirais, amusante, mais qui est traité aussi de manière extrêmement précise. Quand le personnage de Guillaume de Baskerville, qui représente en fait les idées de Guillaume d'Occam, il explique à son aide qu'est-ce que c'est que le un et qu'est-ce que c'est que le tout, il ne fait que dire, en langage simple, parce qu'il s'adresse à son aide, l'essentiel de la doctrine du nominalisme. Et à partir du moment où on reconnaît, où on prend conscience de l'existence d'un individu séparé de la communauté, on met réellement le feu aux poudres dans cette espèce de cadre qu'on a cherché à construire depuis le début du christianisme, et l'on va être à nouveau confronté de manière massive à cette question de l'hétérogénéité. Alors, hétérogénéité religieuse, évidemment, mais que cela ne vous cache pas le fait qu'existaient en même temps d'autres hétérogénéités. Bien sûr, l'hétérogénéité religieuse, c'est celle à laquelle on fait tout le temps et constamment référence, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, en réalité. Mais il y avait évidemment l'hétérogénéité sociale. Il y avait malgré tout des hétérogénéités culturelles, parce que vous aviez, dans la même principauté, des gens qui ne parlaient pas nécessairement la même langue. Vous savez, quand Jeanne d'Arc arrive devant le roi et qu'elle voit d'abord les conseillers du roi, et ils lui disent « Mais toi, quel français parles-tu » Est-ce que vous savez ce qu'elle leur répond? « Je parle un meilleur français que vous. » Autrement dit, Jeanne d'Arc lance à ses conseillers « Je suis plus française que vous. Parce que moi, je défends le principe de l'existence de la France. » Ce qui veut dire que, pour Jeanne d'Arc, ce n'est pas la question de savoir comment on parle, dans quel patois on s'exprime, qui compte. Ce qui compte, c'est quel est le but commun que l'on a. Ça, c'est déjà une pensée extraordinairement moderne. Mais ça veut dire qu'il existe évidemment d'autres hétérogénéités que l'hétérogénéité religieuse. Bien.
passons sur d'autres choses extrêmement graves, la réforme, les guerres de religion, et c'est là que nous allons voir se construire de manière parfaitement logique, à la fois le discours sur la souveraineté et le discours sur la laïcité. Et en fait, s'ils se construisent l'un et l'autre de manière aussi logique, c'est parce qu'ils sont intimement liés. Alors, le discours sur la souveraineté, ce sont des juristes royaux, dont certains d'ailleurs sont des catholiques pontins, hein, si vous voulez. Je signale par exemple que Bodin, il s'est fait sa petite réputation alors qu'il avait 26 ou 27 ans, en écrivant en latin un livre sur la démonomanie des sorciers, qui est un manuel pour les inquisiteurs de comment repérer et détruire les sorciers. Bon, il n'y a pas, d'une certaine manière, plus catholique, orthodoxe, enfin disons, plus catholique dans la ligne que Bodin à ce moment-là. Sauf que Bodin comprend très vite que ce qui soutient le pouvoir du roi, ce n'est pas la question de Dieu. Ce qui soutient le pouvoir du roi, et là, en fait, il est dans une grande continuité avec beaucoup d'autres travaux bien antérieurs sur ce point, c'est le fait que les Francs, et les nobles, évidemment, ont décidé qu'une famille, les Capétiens, aurait, d'une certaine manière, à charge de défendre le royaume au nom de tous. Et ils ont déduit que ce qui fonde en réalité ce pacte, c'est l'existence de choses communes, de choses publiques. La res publica. Alors, attention, hein, Bodin est un parfait monarchiste. Pour lui, le meilleur des systèmes, c'est un roi. Mais pas un roi tout-puissant. Ce roi doit composer avec, je dirais, ceux qui lui ont transmis ce pouvoir. Il n'est que le dépositaire, il n'est pas le propriétaire de ce pouvoir. Autrement dit, il y a bien une auctoritas au-dessus. Et il va aller dans son livre, Les 6 livres de la République, jusqu'à un point qui est très intéressant. Il dit « Il est bon que le roi soit catholique. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit. » Et donc vous voyez comment, dans la même phrase, Bodin est capable de faire la part de ses sentiments à lui et du cadre logique qu'il cherche à construire. Il dit voilà, moi je suis catholique. Je préférerais que le roi soit catholique. Mais en même temps, d'un point de vue logique, je comprends qu'il ne le soit pas. Et il n'est pas nécessaire que le roi soit catholique pour être le roi. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Ce qui veut donc dire que le roi n'est roi que parce qu'il a pour charge de préserver les lois du royaume, de préserver le bien commun. Au moment de sa mort, Louis XIV dira exactement la même chose. Alors, vous avez, nous fêtons les 300 ans de la mort de Louis XIV, il y a eu une grande exposition à Versailles là-dessus, et nous avons un très beau témoignage sur la mort du roi, ce sont les mémoires de Saint-Simon. Et Saint-Simon raconte une scène qui se passe dans le petit coucher du roi, auquel il est lui admis étant un des plus grands nobles du royaume, il est duc et pair. Donc, Louis XIV est en train de se déshabiller, ou de se faire déshabiller, et se faire passer sa chemise de nuit par ses valets, derrière un paravent, et il continue de discuter avec les nobles qui sont admis à son petit coucher. Et il y a
elle a voulu que je fasse un testament. Je l'ai fait pour avoir la paix. Oui, grosso modo, petit problème dans le couple avec Madame de Maintenon. Bon. Mais il ajoute immédiatement, mais il en sera comme il en fut de celui de mon père, il sera cassé le jour de ma mort. C'est intéressant. Louis XIV, c'est l'exemple même du roi que l'on décrit comme tout-puissant. Et pourtant, il dit, il sera cassé le jour de ma mort. Ce qui veut dire qu'il avait tout à fait conscience d'avoir mis dans son testament des choses qui n'allaient pas y être. Et donc il reconnaissait l'existence d'une autorité supérieure à son pouvoir qui pourrait casser son testament. Il s'est trompé que 2 jours. Pas le jour de sa mort, ça a été 2 jours après. Le régent est allé devant le Parlement de Paris et il a fait casser le testament du roi. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une chose qui était, pour l'ensemble des juristes du temps, une horreur. Il avait inscrit dans l'ordre de succession ses enfants bâtards. Et il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc ça veut dire que même le roi, dont le pouvoir est en apparence le plus absolu, n'a pas la souveraineté. Il n'est que le représentant, que l'exécuteur de cette souveraineté. Ce n'est pas lui qui la détient, et c'est un collectif. Alors, le peuple ou l'assemblée des nobles, ça va varier dans l'histoire, mais qui détient cette souveraineté. Et vous voyez bien que là, la notion de souveraineté populaire, elle est en fait très antérieure à 1789. Non que 1789 ne soit pas important, bien sûr, parce que c'est là où on a pu dire les choses. Mais elles existaient en réalité avant 1789. Donc, sauf que si vous admettez que la souveraineté, elle appartient à un collectif, et elle vient justement de cette définition du bien commun, ce collectif, il doit pouvoir exister, il doit pouvoir fonctionner au-delà des divergences qui peuvent exister en son sein, et en particulier des divergences religieuses. Et c'est pour cela que Jean Bodin va écrire un livre complémentaire aux 6 livres de la République. Et ce livre a une histoire assez intéressante. Alors, le titre en français, c'est « Du colloque des 7 savants », connu par son titre latin, Leptaplomeres. Bodin dit dans son testament qu'il demande à ses exécuteurs testamentaires que ce livre ne soit publié que 50 ans après sa mort. Sentez que là, il touchait des choses un petit peu dangereuses, et il n'avait pas trop envie qu'une foule se précipite au cimetière, le sorte de sa bière et le pende par les pieds. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, ce livre, si vous voulez, il est construit sous la forme d'un banquet platonicien, c'est, je dirais, la forme rhétorique assez classique à ce genre d'ouvrage. Vous avez 7 personnes, 7 médecins, qui représentent les 7 religions auxquelles Jean Bodin pouvait spontanément penser. Vous avez le catholique, le protestant, l'orthodoxe, le juif. Bon. Puis, le musulman, 5. Le représentant de la religion des anciens, c'est-à-dire un polythéiste à la romaine ou à la grecque, et enfin, un panthéiste qui représente ce qui est le plus proche de l'athéisme que pouvait imaginer Jean Bodin. Parce qu'on sait, si vous voulez, là, c'est en particulier le travail de Lucien Febvre, on sait que les gens de la Renaissance et de l'immédiate après-Renaissance
avait néanmoins du mal à se représenter en tant que tel l'athéisme complet. Bon. Donc ces 7 médecins dialoguent entre eux. Et chacun va essayer de convaincre les 6 autres. Et chacun va échouer. Et donc, la fin du livre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ils pourraient décider de rentrer dans leur communauté religieuse. Oui, mais ce sont des médecins. Et ce détail a son importance. La médecine est en train d'acquérir un statut scientifique au moment où Jean Bodin écrit. Vous savez que la médecine a fait d'énormes progrès du fait des guerres, et en particulier des guerres de religion. Les chirurgiens militaires ont fait progresser la médecine, et c'est la période historique où se font les premières dissections. La leçon d'anatomie, ce classique de l'art pictural à partir du XVIIe siècle, il montre bien que l'on est rentré dans une autre démarche vis-à-vis du corps humain et que désormais la médecine va faire beaucoup moins référence à des idées qu'à des choses pratiques, à des choses vérifiables. C'est pas un hasard si ces 7 personnes sont 7 médecins. C'est qu'il dit, je vais donner la parole aux gens qui représentent un petit peu l'aile marchande de la science aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? Eh bien, il décide que la vraie solution, c'est de rester ensemble pour travailler au bien de tous. Et donc, pour faire cela, il s'engage à ne plus parler en public de religion. Traduisons dans notre langage moderne. Ça veut dire que, 1, il y a l'idée d'un bien commun qui, d'une certaine manière, impose d'aller au-delà des communautés. La question de la santé publique est reconnue comme une priorité. 2, garder pour soi ses idées religieuses. Ça ne veut pas dire abandonner ses idées religieuses, mais ça veut dire que l'on introduit une distinction entre un principe politique, on ne parle pas de choses sur lesquelles on ne peut pas se convaincre dans l'espace public, de valeurs qui, elles, font référence à des convictions privées. Et pour que les valeurs puissent exister, il faut que l'on ait cette règle de principe. Donc on voit bien comment s'articule, d'une certaine manière, la pensée de Bodin, et on voit bien pourquoi cette pensée de Bodin, elle va au-delà de la notion de tolérance. La notion de tolérance, en fait, elle existe. Je vous avais dit, elle existait du temps des Romains. Elle existe à partir du moment où on a reconnu l'autonomie de l'individu. C'est là d'où vient la notion, en fait, de tolérance. Mais cette notion de tolérance n'a pas de traduction politique immédiate, parce que la tolérance est un comportement personnel, ça ne peut pas être un principe politique. Il faut donc penser au-delà du comportement personnel, donc au-delà des valeurs, pour imaginer la construction d'un principe politique d'organisation. C'est cela, la laïcité. Ce qui, entre parenthèses, veut dire que tous les gens qui disent ou s'imaginent dire que la laïcité serait une nouvelle religion se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La laïcité n'est pas une valeur, c'est un principe. Et s'il y a une valeur qui correspond à ce principe, c'est la tolérance. Donc vous voyez bien la distinction qu'il y a entre ces deux notions et la distinction extrêmement importante qu'il y a
entre valeurs et principes. Pour revenir aux problèmes d'aujourd'hui, et ils sont nombreux, vous voyez bien que c'est cette confusion entre les valeurs et les principes qui pose aujourd'hui un problème majeur dans notre société. Alors cette confusion, ou disons cette tentative de vouloir recouvrir les uns par les autres, elle existe depuis fort longtemps. Au XXe siècle, les grandes idéologies totalitaires ont cherché à ce que les principes deviennent des valeurs personnelles. Ils ont cherché à faire rentrer les principes d'organisation politique dans l'intime. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu le chemin inverse qui se profile devant nous. Le fait que les individus pensent que l'intime peut servir de fondement à des principes politiques. Et vous n'avez qu'à regarder par exemple Facebook, ou Twitter, ou Instagram, et vous verrez que chaque fois, qu'est-ce que l'on fait? On se donne en exemple. On se donne en admiration aux autres. Ça, normalement, ces comportements personnels, ils relèvent de l'intime. Ils ne devraient pas relever de la sphère publique. Et donc, c'est là où l'on voit que cet équilibre qu'avait décrit Bodin, il ne l'a pas créé en réalité. Il y a d'autres auteurs qui avaient tourné autour du même problème. Bon. Mais Bodin, au moins, a l'intérêt de le décrire de manière extrêmement claire. Cet équilibre, il est aujourd'hui remis en cause. Et ce n'est pas un hasard s'il est remis en cause au moment où il y a une remise en cause générale de la souveraineté, du moins dans les sociétés européennes. On voit très bien que ce qui est en train de se jouer devant nous, c'est en réalité toujours la même histoire. C'est l'individu est sacralisé, on cherche à faire recouvrir la notion de principe par les valeurs, et à ce moment-là, si on doit arriver dans une société dans laquelle l'individu est roi, cette société n'a plus d'histoire, c'est effectivement une fin de l'histoire au sens le plus profond du terme, et la souveraineté n'a plus à exister. Donc en réalité, cette question de la souveraineté, elle est centrale si nous voulons penser à la fois notre inscription dans l'histoire, mais aussi les formes de médiation nécessaires entre nous et les autres. Mais la souveraineté est tout aussi essentielle si nous voulons penser la démocratie. Car sans souveraineté, il ne peut pas y avoir de démocratie. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais il y a plein d'États souverains qui n'ont pas été démocratiques. Oh que oui. D'abord, toutes les principautés, le Royaume de France, bien sûr. Mais citez-moi, ne serait-ce qu'un État qui est démocratique sans souveraineté. Et c'est ça le problème. La souveraineté n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire à l'existence de la démocratie. Et donc là, il se pose un problème énorme. Et pour revenir à quelque chose d'actualité, j'ai un petit peu suivi le débat sur le Brexit, sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Bon, il y a des choses très outrancières qui sont dites d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas un débat qui donne vraiment envie de s'investir dedans. Mais
il y a un auteur, même plusieurs, qui ont dit l'essentiel. L'essentiel consiste à dire la chose suivante. La question de l'appartenance de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni à l'Union européenne renvoie à la question de la démocratie. Et aujourd'hui, la forme que prend l'Union européenne, le fait que les directives européennes deviennent de plus en plus invasives, pose un véritable problème d'ordre démocratique à la Grande-Bretagne. D'ailleurs, il y a un point intéressant. Alors, on va mettre de côté les gens qui font campagne de manière très virulente. Mais vous avez quand même, dans le camp du pro-Brexit, le Chief Justice, le chef de la Cour suprême britannique, et le ministre de la Justice de la Couronne. C'est un point intéressant. Hein. En Grande-Bretagne, on a quand même cette conception de la démocratie qu'il peut y avoir des divergences au sein du gouvernement sur une question comme ça. Et donc vous avez une partie du gouvernement avec David Cameron et son ministre des Finances, George Osborne, qui défendent la position de rester dans l'Union européenne, mais vous avez 7 autres ministres qui défendent la position de sortir. Bon. Et je dois dire que là, les Britanniques, en fait, ils nous donnent une leçon de démocratie. Parce que je ne suis pas du tout sûr que ce type de comportement serait simplement pensable en France. Ferme la parenthèse. Ce qui est important, c'est de voir que les principales autorités du système judiciaire britannique et du droit considèrent qu'effectivement, la question de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne pose un problème de démocratie. Et donc, cela veut bien dire que là se trouve le cœur réel du problème. La question de la souveraineté, c'est la question de la démocratie. Je ne vais pas dire que sans l'Union européenne, nous n'aurions pas la loi El Khomri. Je n'en sais rien. Et il est tout à fait possible que, même sans l'Union européenne, nous ayons la loi El Khomri. Mais ce que je dis, c'est que l'Union européenne rend, d'une certaine manière, nécessaire, rend inévitable la loi El Khomri. Et donc, là aussi, on voit de manière extrêmement claire le lien entre la souveraineté et la démocratie. Alors, pour conclure, je pense que vous avez compris que souveraineté, démocratie et laïcité sont 3 notions qui renvoient en fait à la même chose. Mais je suis persuadé aujourd'hui que la défense de la démocratie et de la laïcité sont des choses absolument impératives si nous voulons éviter, peut-être pas la guerre civile, mais en tous les cas des désordres civils extrêmement graves. Or, nous ne pourrons les défendre que si nous retrouvons la souveraineté. Je vous remercie.